Je m'appelle Arnaud Butkiewicz, je suis le cofondateur et CEO de Bistri, qui croît dans le WebRTC depuis 2010. Ici, nous sommes au Meetup WebRTC Paris, accueilli par Google, comme vous le savez, qui offre à peu près tout ce qu'on peut désirer pour organiser un Meetup. Donc merci encore. Et puis 3 co-organisateurs, Happy Days, Twincy et donc Bistri. Juste un court point sur l'agenda. Nous allons commencer par une présentation de Sam Dutton, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir depuis Londres pour nous parler des Media APIs for the Multi-Device Web. Et puis ensuite, une série de 5 démonstrations diverses et variées qui vous montreront des approches totalement différentes du WebRTC. Bistri, donc avec un label vidéo WebRTC depuis des lunettes connectées. Happy Days, donc une démo WebRTC PSTN. Un projet, on n'a pas pu amener la voiture, la Next 2 de Renault, mais vous allez voir donc les personnes qui ont travaillé sur l'implémentation du WebRTC au sein de la voiture. Streamroute, une démo d'une API qui permet de streamer en live et d'optimiser les flux de streaming grâce à WebRTC et les data channels. Et enfin, TwinLife, une démo des appels vidéo WebRTC par le smartphone avec plusieurs identités. Peut-être tu veux dire un mot? Non, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue également. Je m'appelle Alexis, je travaille chez Google. Et Sam, if you can just come up and while you set up, I welcome everybody. J'ai l'habitude de poser la question suivante, qui est de savoir qui n'est jamais venu ou qui vient ici pour la première fois. Je suis ravi de vous accueillir tous. Quand plus aucune main se lève, on arrête de faire les réunions ici parce que tout le monde sera venu. Donc, je m'appelle Alexis, je suis responsable des relations développeurs chez Google. Donc, il y a beaucoup de technologies utilisées, proposées aux développeurs, qui vont depuis le cloud jusqu'à Android, en passant par beaucoup d'API, de technologies web. Donc, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir le Meetup WebRTC Paris, en association avec le GDG, le Google Developer Group de Paris, et en particulier d'avoir mon collègue Sam, qui nous vient effectivement de Londres. You don't have mirroring. Mais si lui ne sait pas se servir de médias, on est mal. Okay, so without further ado, Sam, the man. Can't cope with the technology. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Sam Dutton. Je travaille comme developer advocate chez Google à Londres. Malheureusement, je ne parle pas bien français. Alors, je parle anglais. Excusez-moi. Okay. So I was going to talk about media APIs for the web and this kind of modern world of mobile devices and everything. And in fact, if you want to follow along with these slides, they're online here because there's going to be quite a lot of stuff in these slides that I might not cover. Lots of links as well, which work better online than on the screen. In fact, I'm actually going to talk a bit about WebRTC. I can't resist really. It's, you know, the WebRTC has been so widely implemented now. We've got something like, I think it's now like 1.2 billion endpoints, maybe more now, a lot more predicted. Most recently, we've got Opera on Android, fantastic, Opera Beta. This is my colleague, Jake Archibald. I don't know where he's speaking from, but anyway, he's talking to Bruce Lawson from Opera. We've seen some great apps recently, you know, built with WebRTC. I don't know if people have seen this already. This is Sky News in South London, near where I live. They did a live broadcast. In the old days, you needed that. They did it with this kind of little podcast rig. Fantastic, and you know, it worked really well. Loads of other stuff people will have seen. ShareFest for file sharing, PSCDN for P2P content distribution. They just got bought by Yahoo, in fact.
And most recently, I just saw this one. Has anyone seen this, secretlymeet.me? It's like this concept of a sort of temporary website that you use with data channels. Yeah, just amazing stuff coming out of WebRTC. Again, I don't know if people have seen this one. This is I love kind of crazy get user media demos. This one, yeah, it does a bit of WebGL magic, and could even, hey, how's it going? That's good, yeah. I'm in outer space, there's no gravity, yeah. It's kind of good, anyway. So that's just doing some mad WebGL stuff, but you know, kind of simple in concept, but, and rough around the edges, but works pretty well. Really just hot off the press. We've just had like Justin Liberty and Serge Lechecal just gave a talk in San Francisco with kind of roadmap for what's happening in WebRTC. So, you know, I'm pleased to be able to kind of pass on some of that information here. Of course, we've done a stack of stuff in 2013. I apologize, by the way, there are a lot of bullet points on these slides, but you know, you can look at this information afterwards. So, a stack of stuff in 2013, of course, Android support now, Opera and Chrome and Firefox. We got Firefox interoperability with data channels as well. Lots of other work, including stuff on the Chrome WebRTC internals page, if people have seen that. Work getting WebRTC onto iOS, some of that stuff underway. Things like you know, echo cancellation and bandwidth estimation, much improved now, and work on hardware as well. I think, you know, the hardware stuff is crucial to the future of WebRTC when we consider people using it more and more on mobile devices. So we've got a stack of stuff coming to the next versions of Chrome in the pipeline. We'll be hoping to get hardware echo cancellation on Androids implemented, and yeah, support for Bluetooth audio devices, which is fantastic. Work on codecs and stuff to do with network traffic. A whole stack of extra stuff, as well as aiming for video support on iOS. And again, the ability to select audio output. People may have seen this kind of simple one at the top here, which is this, like the Android persistence permissions. You know, the point about this is it's really important on mobile that you can just give permission once when you're using camera apps and so on for HTTPS URLs. So the kind of general idea for the next, this kind of coming year is obviously to complete the work on WebRTC 1.0, to work on the, you know, the top bugs that are there on crbug.com if you have a look. And of course the focus is all about mobile, improving the platforms, and then beginning to think about WebRTC 2.0 and what we put in that. So some detail with this stuff. Again, lots of work on you know, these parts of the story, which is like things like, you know, echo cancellation, gain control, noise reduction, and so on and so on. Lots of work on codecs and hardware implementations. So we've had in WebRTC 1.0, you know, lots of stuff to improve the quality of streaming and do stuff like being able to choose different resolutions without having to kind of stop and start and get a new stream. Thinking about things like apply constraints. And, you know, APIs for constraining bandwidth and so on. So I think one of the things that has struck me about the other work here for WebRTC 1.0 is thinking about WebRTC on the server side. You know, if you look at Stack Overflow, places like that, like a lot of the questions relate to trying to do stuff on the server. So I think there's a lot of potential there for really good server-side stuff, and also I think just making it easier to set up stun and turn servers as well. So there's going to be a lot of effort in there. By the way, there's a link to a document here, which is that Justin Liberty created, which describes, you know, what's kind of
potentially missing in order to build real services with WebRTC. So have a look at that, and of course, you know, we really value your contributions. You know, discuss WebRTC and so on. These are the top bugs for WebRTC. Not surprising, really, what you'll see in that list. A lot of this focus, of course, is about making WebRTC work really well on mobile. And a lot of this is about getting stuff onto hardware and doing things like, you know, things to cope with erratic and unpredictable and changing bandwidth situations. So things like being able to protect the audio stream in a call, you know, potentially dropping video if necessary, but retaining audio without actually dropping the call. So work being done to make that happen. We have hardware decoding, but there's work being done on the platform to get hardware encoding onto Androids. We should have that for the Nexus 5 devices like that. Coming soon with some work to be done on that. This, of course, a huge boon for reducing battery power consumption and also for just improving performance in general. And again, yeah, this comes with kind of improvements to the platforms to make, give WebRTC the potential to work better. I just wanted to see if I could have a look, see if I've got, someone else here. Let's see if we can plug him into the microphone. Hello. Is that you, Serge? It is. Welcome to Paris. This is Serge Lachapelle, who's one of the founders of WebRTC. He's kindly joined us tonight, the magic of WebRTC. So you're back in Stockholm, Serge? I am back in Stockholm, thank you. Yeah. So, I mean, Serge, you know, it must be strange for you. This is your baby, you know, and now it's grown into this WebRTC thing. It's like grown into this kind of stroppy teenager that's doing a whole bunch of different things from what you maybe first thought of. How does that feel? Well, you know, you start off thinking that you're going to build a platform and you're not really sure what that is, and then you understand that you build a platform because you cannot innovate on everything yourself. There's no, and what we've seen is just some crazy ideas and some crazy new ways of doing things that I would have never thought before. I also like the fact that, you know, communication doesn't have to be just a one-on-one communication like we're doing now, but actually being able to interact with things in a web page or being able to add this kind of functionality to any existing web app. You know, if I need help with something, maybe we can look at a manual together and you can help, and I can get help from this, or help booking a trip, or all these experiences that before required 2 products can now require just 1. Also, when we started this 2.5 years ago, the idea that we'd have Chrome for Android be mature enough so quickly that we're now, you know, we now can run a call like this with almost the same quality on a $200 tablet is just crazy. Yeah, that's fantastic. I mean, where do you see, like with WebRTC, where do you see the kind of the use cases, innovation, like outside the kind of classic video chat stuff? Because there seems some interesting stuff there. Well, especially with data channels, right? With data channels, we can see media distribution models that we never had before, right? Every browser can send data peer-to-peer, which is great. For things like, we've seen things like protecting people that are in countries that exert very hard censorship, or it can be for media distribution of large files, or just for very low latency communication in games. And I think one of the funnest ideas was this company in Sweden that created CubeSlam. Yeah, CubeSlam. Sorry, I'm a bit jet lagged. Yeah, you just got back from Mountain View, yeah? Like, I just got back from California yesterday.
cubeslam.org, or is it .com? Anyways, you can search for it, Yeah. where the actual experience is embedded in the game, you know, where, and this is all open source, so you can of course go look at the source code of how you can build a game in using only HTML5 technology and have data between the two browsers go to each other very, very quickly, and how you can bring in audio and video into the gaming aspect. I think that's something that developers have not yet touched on, because we've reached mostly classical, you know, voice over IP video conference developers. But as this API gets more and more stable, I hope to see a lot of the game manufacturers starting to take this opportunity. Yeah, that will be great. And also the stuff you showed from Soundtrap as well. Fantastic. Yes. WebRTC platform. If I started out, you know, thinking that musicians would be creating real songs with real studio quality using the APIs and the pipes we've put into Chrome for this, and seeing someone go on stage with a Chromebook, plug his electric guitar into the microphone jack, and start playing and being able to apply effects that are written in JavaScript, like, that's just crazy. Yeah, it's great, it's great. Right, I gotta go, time is marching on. Thank you so much, Serge. Merci tout le monde. Please follow us on Google+, on Plus WebRTC, and then our discussion list on Google Groups. It's easy to find, and we answer all kinds of questions there. So we welcome you. Yeah, that's absolutely right. Thank you. Thank you, I'll bye-bye. see you around. Sleep well. Okay, that was Serge. Yeah, Discuss WebRTC is a great place to get answers to technical questions if you haven't been there. So, the thing that I was kind of going to talk about was really the kind of media API stuff. So I just wanted to give a quick whiz through some of the work that's being done. You know, I think one of the kind of obvious things that we're seeing on the web is these kind of two trends, which is, you know, the rise of mobile, the rise of the amount of media on the web, people, you know, viewing huge amounts of video and using audio as well. People using these media APIs like while they're doing other things like watching television, predictions of huge amounts of video being what we do on the web in the next few years. Already in lots of countries, you know, like I read something that in Beijing now, like a small proportion of people watch television, lots of people watch stuff online. And we got the rise of platforms like OTT messaging as a platform for media, for watching video and listening to audio. Interesting stuff. And of course we have this huge kind of arsenal of open source, this kind of ecosystem of APIs we have available. I am old enough to remember when this was what media on the web was like, you know, Jesus. And then it almost got worse. I mean, this was fantastic, but you know, it makes me realize why the video element is a thing of simple beauty. You know, you download, decode, play video just like that, which is great. And we have really good support for it now. Like, I think it's like 85% of browsers now support video and audio elements. And you know, the kind of thing, I know people may have seen this, but you know, we now have the ability to do encode transparency information with video. So this is two videos, yeah, playing back. Slightly insane, I know. And you can, of course, like play the whole thing over another video. And it just blows me away that this works at all. But you know, the ability to do alpha transparency, that's kind of how far it's come. That's just in the browser. So thinking about you know, what we've got on mobile. First up, we've got a stack of stuff that is implemented. Just looking at Android here, a stack of technologies there that are working on mobile. The few things that aren't working are here, and I think these are important, and we'll be considering these and addressing these. So thinking about autoplay, you know, this is crucial. Someone pointed out to me, if we want to get people off animated GIFs and into videos, because you can't have an animated GIF video thing if you can't have autoplay. So it's kind of important for that huge amount of traffic that animated GIFs get. Anyway, you can't script media elements on mobile.
which means you can't build your own kind of DIY player effectively. And with reasons, there is no preload on mobile. There's a stack of simple stuff you can do, like we can use the Media Fragments API just by adding a media fragment at the end of a URL. There's a demo there if you want to see that. Just plays from you know, one part of the video to another. It's going to open up. No? And you know, of course, we have the ability to provide multiple sources. This is really crucial on mobile, especially so people get a good experience. And now you can use just 2 formats, and that should cover just about everything that actually supports the video element. By the way, if you want to get at the current source, the actual source, you can use the .current source value there to get the source. And it's worth, especially again thinking about bandwidth restrictions, it's worth adding the type of the media as an attribute. It just means that the browser doesn't have to kind of sniff the video to check what's going on. It can understand which one to use without doing that. So less download. So preload doesn't work on mobile. Preload, normally you have this ability to select, you know, how much is downloaded and so on. So it's worth remembering this, because if you've got video elements on a web page on mobile, there will, you know, I did this with the DevTools, there is no download, because preload is always 0 on Android at this point. And that means that video elements do not download any content until people start playing. Now, of course, that means that we wind up with a blank element. We can use the poster attributes. This is an extra download, but it gives us content, which you can see is potentially a lot better than nothing. That's obviously Android and here on iOS. I actually, one of the questions that people have asked is how to do like a web page. Imagine a web page where you've got like 20 videos and you don't want 20 video elements where you'll have this tiny little bit player embedded in the page. One of the techniques I've used in this demo is to have an example where you have an image. When you click on the image, it actually displays a video element, in this case, which has a poster attribute, so it's still displaying the poster. And then when you play it, it's playing full screen. And yeah, you can see that when we go back there, it's back on the page. And these are effectively thumbnail images. So that's a way of incorporating video in a page without actually displaying umpteen video elements. And it's pretty straightforward, the code there, as you can see. Also I was thinking about, you know, before this talk about kind of making media work on mobile, and one of the problems is you know, making layouts work for media elements. In particular, thinking about portrait and landscape is kind of a basic thing about mobile devices. You know, and iOS copes with this simply by putting, of course, video in its own full screen, which kind of works. Obviously, on Android, you know, that's more complex. You need to consider that in layouts with portrait and landscape. By the way, on iPads, it doesn't work like that, so you get this kind of effect potentially, which is, you know, you need to watch out for. We can do responsive things with design with video. So just having a look at this example, if we look at this YouTube video, and then let me just take that in. And yeah, if I show you, see here we have a problem where the video is going off the screen, but with a little bit of CSS magic in this responsive version, you can see that we can resize the window, and then we don't have that problem. And this, of course, is fantastic for doing stuff with video on mobile. And it's pretty hard to see there, I think, but if you want to have a look at that, the CSS is pretty straightforward. Hang on, see if I can go back to where I was. So, let's see how I'm doing for time here. Some thoughts about WebRTC when we're designing for mobile and so on. You know, one of the things I think is
particularly here, like, don't be providing resolutions that are beyond what people can handle on the receiving end. Again, you know, being aware of bandwidth. And there's a link to some really good advice there if you want to look at that more. We have, let's see if we can just get through. I had another person here. Let's see if they're available. Let's have a look. So, okay, I'll keep going and come back. So thinking about, again, media in this world, this multi-device world, where we have limited bandwidth, erratic connectivity, and so on. One thing that is now available on mobile platforms on Android is media source extensions. This gives us the ability to use JavaScript to control playback of media. So in this example, this is the playback, the stream is actually being created by JavaScript. Now, the reason that's important is that we can do things like Dash. Dash, for those who don't know, it stands for Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. People may have heard of HLS, other technologies. That's enabled by MSE. And what that means is that we can distribute video at varying bit rates and so on. This is obviously, you know, crucial for the this multi-device web. There's more information about it linked to there. We also have encrypted media extensions now implemented on Chrome for mobile. This gives us the ability to play back encrypted media. I wrote an article about this, which is on HTML5 Rocks, if you want to read that. Source of information and kind of information about the arguments pro and con EME. I won't talk about web audio, but you know, we've got great support now on mobile devices, also for MIDI. Yeah, that's been a huge advance over the last few months. Now, thinking about media, you know, one of the things that really panics me is this thing that, you know, for people with sight problems, you know, hearing problems and so on, and also for search engines, you know, media is like this. It's a big blank. Luckily, we have this thing called the track element. What this means is a very easy way for us to add a caption subtitle track to a video element, and this is supported on Android and other platforms. So yeah, there's some examples there. It gives us captions and subtitles. We can also use this for synchronized metadata. Let me turn that off. I don't know if people have seen this. Like, a guy cycled around the Mountain View campus of Google, and he got video and GPS coordinates. I built a track to mean that you could play back the video, and that would be synchronized with the map, and the map is synchronized with the video. So, you know, lots of potential with this. Imagine, like, when Media Recorder is implemented and you could record a ski run, yeah, like with altitude and so on, and then, yeah, have that ready to go, or a, you know, a history walk or whatever. I think the other thing that's interesting about this stuff, you know, it's this thing of trying to avoid media being kind of opaque to the world. And, you know, I've been thinking a lot about how to do search with media. And I've built an app here which gives us the ability to search, like, this is like 400 or so Chrome developer videos. What we have for these are like manual transcripts done by humans. And so we can search for that stuff in this app. And let me give you an example here. And then if we have a look here, I've formatted those VTT files to produce transcripts. And then these are clickable. So this is a way for us then to get at that. And you can see. Yeah, I think that's sort of the news. And now we're at 25, only a week behind the actual desktop launching. So you can see this is a way to search and navigate media content. You know, it means it's not opaque to search and navigation, which to me is very interesting. That's the URL if you want to get at the YouTube caption files, by the way. So yeah, that's about it from me. Just some links to resources. ChromeStatus.com, if people haven't seen that, that kind of talks about what works where. Thinking about fallbacks for browsers that don't support media elements, there's plenty of stuff there.
And yeah, a stack of more information about WebRTC at those pages there. And again, you know, we're really keen to find out what people feel are missing, you know, is missing, especially from the WebRTC APIs. There's a little feedback form there, so you don't have to go on the you know, the bug sites at all. Just wanted to check if anyone else has showed up on this site. Let's go back in there. Hang on. Let me just see if I can find my friend John. See if he will join me. Let's give him a moment. And yeah, like I say, the slide, the URL for these slides and all these links is there, simple.info/WebRTC Paris. I mean, I'll be around this evening, and also for those who are in, I'll be in the office tomorrow. There's John. Hello, John. Hello. How you doing? Good. How's everybody there? It's good. Yeah. Welcome to Paris via WebRTC. Yeah, you're another person I've dragged in who's just more or less got off a plane. I'm just wondering if you could give us a little, like, I've got about 2 minutes for like just some idea of where we're headed for the video stack in Chrome. Yep. over the next 12 months. Yeah, I mean the main focus is probably, to say one thing, it's the mobile web. Chrome for Android is obviously going to be an important you know, platform for Chrome. So if you've been, I don't know if anybody there's been following the Blink dev lists and things like that, but they're, you know, the whole kind of open community is trying to set priorities for Blink and Chrome and other things for next year. So what we are working towards now is sort of finally making the browser a relevant application platform. So this whole debate, you know, that everybody's involved in between native apps and web apps and how can you sort of marry the two, that's going to be a big focus for us. Is, I guess, to sum it all up, we want any developer to be able to write any kind of media application using nothing but the browser, which would also include the web view in Android, if that makes any sense. So that's the goal. So that's one of them. Live video and the video tag is like broadcast live. Not, you know, WebRTC is obviously Serge is, you know, he's working on that. But what we're focusing on is with the media source extensions to really improve live video delivery to HTML5, so that we can further, you know, deprecate plugins and things. And then general, you know, always improving the platform, making it better, more testing, more automated testing, really drilling into the Android version, getting it, you know, to feature parity with all the same APIs, and running through hundreds and hundreds of tests and all that stuff. Cool, cool. John Luther, by the way, is program manager for Chrome Media, who's, you know, worked on a lot of good stuff from WebM and so on. One other question, John, just before we go. You know, how do you feel about? Are you optimistic about hardware implementations in this area? Just talking about that. Well, the codec side, definitely. Yeah. I mean, VP9 is already, I don't even know how many there are now, hardware, you know, sort of system on a chip manufacturers who are implementing VP9. Definitely at this stage more than, I mean, VP8, there were some, they're now coming to market, which is exciting for WebRTC, but I think the hardware codecs seems to be the part that most people want to focus on, because the codecs do take so much power in software. So battery life, you know, any study that you read of what users value in a mobile device, battery life is always the #1 feature. Everybody wants the battery to last longer. Other things in hardware, I mean, you know, we are getting, I mean, the media source is a good example of something that we had this debate about whether to bake that stuff into the browser or to just have APIs that enable it to be done in JavaScript. So I haven't been looking too much lately, but a while ago I was sort of starting to kind of look around about hardware JavaScript implementations, and I think if somebody could tackle that, it's a enormous, I don't even know how you would do it. I love that idea. Well, that was like, yeah, right.
So yeah, Yeah, jQuery on a chip. Yeah, right. I'm optimistic about the whole web platform. Yeah. I mean, some people, you know, say the native stuff is where, I still don't believe that. I'm biased, of course, but it's not just because I work in this area, it's because I talk to a lot of people, particularly device makers and content providers, and they say we're tired of all these native applications. I mean, some of these companies I talk to have 20 software implementations, you know, one for Xbox and one for this and one for that. They just can't handle it. It is just too complicated. And these are companies with a lot of resources. So for smaller developers, you know, like I was looking the other day, I was driving near where I live, and there's a small bank, and they are now bragging about they have an app for iOS. And like, it probably cost them, you know, a couple $100,000 to develop that when they could have just done an embedded web view in their site and been done with it. So it's all shaking out, but I'm very optimistic, especially this new kind of focus on making the web platform, you know, capable of doing anything that native APIs can do on devices. I think that's pretty exciting. Yeah, here. Okay, thank you, John. I've got to go, but thanks so much. See you tomorrow. Yeah. Okay, that's it from me. Thanks very much. I think I've run slightly over time, but yeah, please, I'll be around. So any questions, speak to me afterwards. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. As you can see, WebRTC is there. It works. 2 live demos with. Je parle anglais, merde. non, je m'en suis même pas rendu compte. Donc, comme vous avez vu, deux démos live qui n'étaient absolument pas prévues. Donc, Serge Lachapelle, si vous regardez le projet WebRTC au W3C, c'est absolument une star. Il répond en plus au maximum d'entre nous, donc ça c'est extraordinaire, la disponibilité des personnes sur ce projet. La première démo va être celle de Bistri autour de lunettes connectées, dont nous nommerons pas le nom. Donc 10 minutes de démo et 5 minutes pour les questions. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Venisse. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Venisse, le CTO de Bistri. Donc je vais vous faire une petite démo de la plateforme Bistri, notamment les fonctions développeurs, avec les lunettes connectées et une tablette Android. Donc tout d'abord, pour compléter ce qu'a dit Sam tout à l'heure, donc WebRTC c'est un nouveau standard faisant partie de HTML5 qui fonctionne sur les 3 principaux navigateurs respectant le mieux les normes, Opera, Firefox et Chrome. Et on espère bientôt les 2 autres, Safari et Internet Explorer. Ça fonctionne sur tous les devices, pas encore avec toutes les fonctionnalités. Par exemple sur iOS et Android, c'est uniquement dans les applications natives. Donc, sur Android dans Chrome et Firefox aussi. La qualité vidéo et audio, on a pu le voir avec les 2 démos, une très bonne qualité niveau HD. Et tout ça fonctionne en peer-to-peer, en mode crypté, donc impossible de voir ce qui se passe au niveau du flux. Dans les prochaines années, la majorité des devices seront compatibles WebRTC. Actuellement, on a à peu près 1 milliard de devices compatibles, notamment avec Android. D'ici 2016, il est prévu d'avoir 3 milliards et c'est 6 ou 8 milliards en 2018. Donc on peut déjà prévoir des applications du futur dès à présent. Donc WebRTC c'est bien, sauf qu'il manque encore quelques petites choses. La partie signalisation pour mettre en relation des personnes n'est pas prévue dans le standard, uniquement la partie peer-to-peer. Donc ça peut être un souci et un frein dans la mise en place. Au niveau interopérabilité entre les navigateurs, comme ils implémentent au fur et à mesure la norme, il y a quelques petites différences donc qu'il faut pallier lors de la mise en place.
Au niveau des solutions mobiles, il n'y a pas vraiment d'API de fourni par le consortium W3C. Donc c'est une techno, mais ce n'est pas encore une solution. Donc Bistri propose une plateforme complète, interopérable. Avec les API Bistri, il est possible de mettre en place la technologie sur l'ensemble des navigateurs, d'ici peu sur les applications natives Android et iOS également. Et Bistri fait partie du consortium W3C et ça fait 2 ans qu'on est en production sur WebRTC, notamment au sein de Chrome, et 3 ans d'expertise sur le sujet WebRTC. Donc notre plateforme, c'est une boîte à outils. On fournit donc des API développeurs pouvant être intégrés dans vos applications, applications web, applications natives Android, iOS, et également des widgets WordPress, Drupal, des snippets, etc. La plateforme est hébergée en mode SaaS et totalement scalable. Donc, je vous ai mis l'URL si vous voulez aller voir le framework. Donc le principe avec les API, donc un cas très basique, c'est de créer une salle de conférence entre utilisateurs. Donc sur bistri.com, on a créé une démo qui sert aussi d'application sur laquelle on a déjà 1,5 million d'utilisateurs, mais ça sert de démo grandeur nature de la technologie, où on crée un lien. Donc là sur l'exemple, c'est l'URL d'Arnaud, bistri.com/arnaud/conf. Avec cette URL, on rentre directement en relation vidéo avec Arnaud. Donc sous forme de conférence, donc jusqu'à 4 personnes, c'est une adresse permanente, et sans aucun compte à créer. Donc maintenant je vais vous faire une petite démo avec l'aide d'Elena et puis de Romain qui va venir m'aider, enfin qui va venir aider Elena surtout. Oui, 2 petites secondes, je switch parce que dans la présentation ça va pas être simple. Où tu veux. Donc là pour la démo, je me suis connecté avec un compte de démo sur l'application Bistri, qui est un mini réseau social. Je vais juste fermer voilà. Sinon je présente l'application. Donc c'est un mini réseau social qui permet de mettre en relation un utilisateur avec ses amis, quelle que soit sa plateforme, utilisateur Bistri, mais également Facebook, Google+, et autres. Et on permet de faire des appels WebRTC, des appels flash pour ceux qui n'ont pas une plateforme compatible, et de partager des fichiers. Donc pour la petite démo, à partir de la tablette, Elena va m'appeler sur mon compte. Donc le principe c'est, elle scanne, tu décris ce que tu fais? Je scanne, messieurs. Je scanne ce petit carré. Mais j'attends. Mais il y a l'ombre. Donc Elena va scanner un QR code. T'arrives pas à faire le focus? Ah oui, elle n'a pas de ventre aussi. Ah, elle n'est pas repassée en plus. Normal. Voilà. Donc avec ce QR code, on a l'URL d'appel de Bistri. C'était d'ailleurs marqué Call Beyond Bistri. Qu'est-ce que tu me fais là? Moi je vous tiens très bien, monsieur. J'ai rien dit, hein, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben je mets mon nom. Donc avec ce QR code, on arrive sur une page anonyme où on saisit un pseudonyme, ce que fait Elena. Voilà, je mets OK. Voilà, donc là tu as renseigné un pseudonyme pour m'appeler. Tout à fait. Donc. C'est sur le Wi-Fi, c'est bon. Il n'est pas en ligne, c'est normal. Je ne peux pas l'appeler s'il n'est pas en ligne. Et pourquoi?
Excusez-nous. Vas-y, tu peux profite un petit peu. Excusez-nous, c'est le mauvais t-shirt. C'est le mauvais col. Voilà, c'est mon heure de gloire, j'en profite. Alors, c'est fini? Forcément, je ne vais pas réussir à récupérer. Alors voilà, donc elle s'appelle... Est-ce que c'est ça l'amour? Hein? Alors... Est-ce que c'est ça l'amour? L'amour, le grand amour. Est-ce que c'est ça l'amour qui m'a prise à mon tour? Ce je ne sais trop quoi qui fait froid dans le dos et soudain donne chaud quand tout le monde a froid. Alors Bistri, ça avance là? C'est bon. C'est peut-être... Ah bah voilà! Super! Donc j'ai reçu l'appel. Excusez-nous de ce contretemps. Voilà, donc là la tablette Android appelle au sein de Chrome le compte de démo. Ouais, je vais garder une petite photo souvenir de l'événement. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Oui, j'ai pris une photo, bah oui, c'est moche, c'est pas grave. Juste pour la démo. Voilà, donc je peux partager le lien. Donc là, comme j'étais avec les yeux fermés, je ne vais pas le partager. Voilà, donc Elena, je vais te laisser. Voilà, à plus tard. Donc c'était une petite démo avec Android pour montrer que ça fonctionnait bien entre un mobile et un device. Et donc maintenant, comme on l'avait dit sur la présentation du Meetup, on va faire une petite démo avec des lunettes connectées. Donc je ne citerai pas la marque. Bon, attention, t'as confirmé une blonde quand même. Donc j'ai mon contact qui s'appelle Bistri Glass, qui est connecté parmi mes amis. Donc je vais l'appeler à partir de mon PC. Je me concentre. Ah, attends. Je te vois. Je le vois. Je le vois. Oh, voilà. Hop. Ben, voilà. Donc, comme le disait Sam tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a pas d'accélération matérielle sur les applications mobiles. Donc, on utilise des codecs vidéo soft. Donc, comme les lunettes sont assez légères au niveau CPU, c'est pour ça qu'on a un lag au niveau de la vidéo. On fait à peu près 3 frames par seconde. Et on est en train de travailler sur les optimisations matérielles pour faire du WebRTC sur les glaces. C'est bon. Non, mais tu me regardes ou tu me dis rien? Je dois faire quoi pendant ce temps-là? Tu regardes les gens, c'est pas grave. Tu me regardes. On m'a dit, vous touchez le bon sang. Allez, on va coucher. Non, tu parles trop, ça. Ok, c'est bon? C'est bon. Donc voilà, merci. Oui, Elena, t'es obligée de faire les chansons pour les autres aussi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un a des questions à propos de la démo ou des API? Pas de questions.
Bonsoir, je suis Louis de Happy Days et je suis avec Philippe et Yves. Donc aujourd'hui on va essayer d'aller assez vite. Alors bon, on pourra pas chanter comme Elena, mais bon, on va essayer de se débrouiller. On n'a pas de lunettes connectées non plus. Voilà, si vous voulez nous retrouver, on va parler un tout petit peu de widgets, de boutons. Alors nous on est un peu les rabat-joie. Alors nous on vient d'un métier qui s'appelle les télécoms, donc qui n'est pas très fun. Voilà, bon, on s'est quand même amusé à faire une petite API dans le cloud et on s'intéresse depuis 1 an et demi à WebRTC et on a fait une SDK que vous retrouverez sur le site de Happy Days et qui s'adresse bien évidemment aux développeurs. Donc je pense qu'on a un peu la particularité d'être pluridisciplinaire. Yves a passé toute sa vie en fait dans le web marketing, Philippe dans le télécom et moi un peu entre les deux. Et notre objectif, et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer sans rentrer trop dans les détails parce qu'il est tard et puis on va pas rentrer trop dans les lignes de code sauf avec Philippe, c'est vraiment de fournir des réponses innovantes à des problématiques de business qu'ont en fait les gens qui nous parlent. Voilà, là par exemple on en a pris une et on vous montrera l'intégration, après on fera les démonstrations. Un use case en fait assez intéressant qui est l'interactivité sur un site web. Donc ici quelques chiffres, voilà, c'est vrai que 71% des prospects ont besoin d'aide dans les 5 premières minutes quand ils sont sur un site, sinon ils quittent ce site et ils ne font plus rien. Et le click to call, bon, tel qu'il est connu, mais on l'a un tout petit peu amélioré, est un dispositif qui est assez performant en fait pour transformer ses clients. Donc un prospect qui vous appelle, qui appelle votre entreprise, est un prospect intéressé et un appel répondu en moins de 5 minutes a 100 fois plus de chances d'aboutir à un lead et surtout il a 15 à 20 fois plus de chances de transformer un client par un appel téléphonique. L'idée ici c'est d'obtenir des appels téléphoniques depuis n'importe quel appareil. Alors bon, Sam et Bistri ont déjà un tout petit peu parlé des contraintes et des améliorations qui sont aujourd'hui en cours pour que tous les appareils soient supportés. Alors nous on a travaillé le support en fait à travers les navigateurs en innovant un tout petit peu. Voilà, et l'idée est en fait d'obtenir des appels téléphoniques depuis n'importe quelle source de trafic, que ça vienne du référencement, de l'emailing, on peut encapsuler quelque chose dans un email, dans un site web, dans une vidéo, etc., etc. Et surtout comment tirer profit de la technologie côté client pour obtenir plus d'appels sans modifier en fait l'environnement que le client a chez lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne va pas dire bah, vous prenez une solution, puis il faut changer tout ce que vous avez chez vous, sinon notre solution ne marchera pas. C'est un peu ce que disait, je n'ai pas retenu son nom de Google. Aujourd'hui on peut simplifier quand même énormément de choses en termes de téléphone en intégrant tout sur le navigateur. Et ce qui est intéressant à la fin, et il vous le montrera aussi, c'est que c'est la première fois, je pense, qu'on peut imaginer avoir de la data web sur un appel téléphonique, ce qui est quand même quelque chose d'assez magique, notamment je sais qu'il y a dans la salle des gens qui travaillent dans le web marketing. C'est assez intéressant de pouvoir se dire sur un appel, j'ai capturé la donnée d'appel et j'ai capturé également de la donnée, en fait, d'où vient mon prospect, de quelle publicité, de quelle URL, etc. Voilà, donc je passe la parole, parce qu'on est très minuté, à Yves, qui va vous montrer en fait un produit qu'on a développé qui s'appelle Widget for Call, et qui transforme votre trafic web en appel téléphonique, par magie. À toi. Je vais aller sur Google, et on va donc imaginer que je suis un consommateur lambda, je suis un prospect. Il s'avère que Google est un moteur de recherche qui est performant et qui permet, à partir d'un mot-clé quel qu'il soit, de pouvoir trouver n'importe quel type de société qui peuvent proposer un service. Donc, il s'avère qu'apparemment, il y a une société sur le marché qui propose une solution de click-to-call qui est très innovante. Donc, je vais sur Google et je trouve, sur le mot-clé click-to-call, Widget for Call. Une fois que j'arrive sur ce site, donc on imagine par exemple qu'on est sur un site de voyage ou sur un site qui propose un produit en particulier, je me balade de page en page, je vois une présentation produit, je vois une offre d'essai gratuit, etc. Je vois des fonctionnalités. Donc on m'explique ce que peut être
n'importe quel produit, n'importe quel service sur le site web, mais il peut avérer en effet qu'au bout de quelques pages visitées, on peut avoir besoin d'aide. Ce que propose en fait Widget for Call, c'est la possibilité d'appeler directement un numéro de téléphone sans que l'internaute ait à composer le moindre numéro. Donc là, ici, je vais autoriser donc l'appel en cliquant donc ici donc sur le bouton. Et une fois donc que j'ai accepté donc le micro, le navigateur, lui, donc va composer automatiquement le numéro de téléphone. Allô Philippe? Ça va? Donc là ça marche bien. Je voudrais juste... Ah oui, il faudrait qu'on puisse brancher pour que vous puissiez entendre. Si je trouve le temps. Ah, voilà. Voilà, comme ça. Philippe? Ouais, je vois bien. Donc là, on voit qu'en fait, Philippe a la possibilité... Donc là, il y a un très léger écho, donc tu peux rapprocher. Donc en fait, Philippe a la possibilité directement depuis son téléphone de pouvoir interagir avec la personne qui est sur le site web et de lui donner des conseils, de pouvoir en fait tout simplement lui résoudre son problème qui peut être sur un site de commerce électronique, des informations sur le mode de livraison, des informations complémentaires sur un produit, sur un voyage, etc., etc. Et ce qui est pertinent dans cette solution, c'est que l'internaute, pendant qu'il est en train de discuter avec la personne qui est de l'autre côté, c'est-à-dire le marchand, lui a la possibilité de pouvoir continuer tout à fait normalement sa conversation et sa navigation et de profiter en fait des conseils audio de la personne qui est au téléphone avec elle. Ce qui est intéressant aussi dans cette solution, c'est la possibilité, surtout pour les marketeurs, de pouvoir obtenir des informations qui sont strictement identiques pour l'appel téléphonique que celles qu'on connaît déjà pour le clic. Donc il va s'agir du référeur, du ou des sources qu'on va pouvoir avoir. Par exemple, là, typiquement, on a une personne qui est venue par Google, qui a tapé un mot-clé, donc click to call, comme j'ai fait donc tout à l'heure. Elle est revenue sur le site quelques jours plus tard en accès direct, puis elle est encore revenue sur le site, et on voit qu'en fait, elle a passé son appel téléphonique depuis la page Widget for Call. Donc ce qui est pertinent, c'est que on peut traiter les appels téléphoniques de la même manière qu'on peut traiter les clics, et avec le même niveau de précision. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et qui va beaucoup aider en fait les gens du marketing à pouvoir aussi penser à avoir des campagnes publicitaires qui peuvent s'orienter dans l'obtention d'appels téléphoniques. Puisque avec les smartphones et les tablettes, on va de plus en plus avoir d'interactions audio. Pourquoi? Parce que c'est simple, alors que sur les tablettes et sur le smartphone, c'est un petit peu compliqué de pouvoir écrire. D'accord? Donc, Widget for Call vient d'être lancé. Il y a une période d'essai gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire. On sera ravis de vous accompagner si vous souhaitez tester l'outil. Merci. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas du web callback. Le web callback, c'est vous laissez un numéro, ça fait une mise en relation. Esquive, bon, ici on accélère un tout petit peu le truc. En fait, on a un fallback dedans. D'abord, ça marche à travers tous les navigateurs. Ça veut dire que si c'est sur Internet Explorer, on va passer en mode flash. Il y a un fallback en fait en flash. Si on est sur Chrome, bien évidemment, en Firefox, ça va marcher comme ça. Si jamais vous êtes, si quelqu'un est sur un PC qui n'a pas de micro ou qui a un problème de micro, on va le détecter. Et une fois qu'on l'a détecté, là pour le coup on va présenter une fenêtre en fait de callback dans lequel vous allez rentrer un numéro de téléphone et là on passe par un mécanisme en fait de mise en relation commune classique de web callback. Mais le vrai intérêt en fait c'est quand même de passer directement en WebRTC ou en fallback flash. Alors, ok, c'est bon. Alors, bon, je vais être assez succinct. Je vais vous montrer en fait un exemple d'application développée à partir de l'API dont vous avez parlé juste avant. Donc nous, on a une API télécom
Donc on a un portail développeur que vous voyez ici, hein, avec des exemples de code en REST. Voilà, c'est une API REST tout à fait classique et qui permet en fait de piloter, de développer des programmes à chaque fois, qui vont être exécutés à chaque fois qu'un appel sera lancé sur un des numéros de téléphone qu'on vous attribue. Donc là, j'ai fait une application la semaine dernière, juste pour le Google Developer Group, parce que bon, je ne suis pas tellement spécialiste de Google App Engine, donc je m'y suis mis la semaine dernière, juste pour vous présenter ça en fait. L'idée, ça va être quoi? Ça va être d'utiliser App Engine et une API de Google qui s'appelle la Channel API. On a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de signalisation dans WebRTC, donc je me suis servi en fait de le Channel API de Google pour faire cette démo. Et l'idée, c'est simplement de brancher le téléphone, le numéro de téléphone de mon domicile. C'est un numéro free en fait. Avec notre API, on peut router ce type de numéro sur notre API. Et de récupérer l'appel depuis mon navigateur. Donc là, je vais recharger la page pour bien avoir l'autorisation du micro. Et là, je vais appeler mon domicile. Et on va voir ce qui va se passer. Bon, voilà. J'ai eu la notification ici qu'un appel est en cours depuis ce numéro de mobile. C'est le mien. Et là, voilà, je suis en relation depuis le navigateur. Bon, voilà, je parle avec moi-même. Mais je fais souvent ça en tant que développeur, ce genre de choses, on le fait tout le temps. Donc à faire souffler dans le téléphone et écouter ce qui se passe, bien vérifier qu'on a le son. Donc voilà, là c'est vraiment du pur WebRTC et l'appel est récupéré dans le navigateur. Donc en fait, on peut se débarrasser du téléphone dans ce cas-là et utiliser un navigateur, enfin même un softphone par exemple, des plus nécessaires dans ce cas-là. Moi, je vais juste fournir quelques détails techniques de ce qu'il y a derrière. Donc, il y a le Channel API dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas du tout de SIP, il n'y a pas du tout d'XMPP, pas de signalisation, entre guillemets, de téléphonie sur IP. Là, c'est vraiment du WebRTC. Donc, juste pour terminer, Louis, si tu me permets, j'aurais voulu faire rentrer le code source. Voilà, dans une seule page, j'ai presque réussi là, parce que bon, je l'ai mis très petit quand même. Donc vous voyez que c'est très très simple, en quelques lignes de code, on peut faire ce genre de choses. Bon, il y a aussi le back-end, effectivement, avec la partie Google App Engine. Je pense que je mettrai l'application sur GitHub sous peu pour vous montrer comment utiliser ça, aussi bien côté client JavaScript que côté back-end avec Google App Engine. Voilà. Merci. Who's next? Bonjour, bon, ça marche. Et bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Perret, je suis consultant et chef de projet dans une société qui s'appelle OBH Digital. Et à ce titre, j'ai eu le plaisir de participer au projet
Next2, la voiture autonome et connectée de chez Renault. Alors, j'ai pas énormément de temps, donc je vais commencer par vous montrer une petite vidéo qui a repris un certain nombre de vidéos qui sont passées dans le public et d'autres pas. Ce petit montage est en fait, je dirais, il y a 3 vidéos principales. La première, en fait, c'est un projet qui a duré en gros 1 an et demi. Il y a eu 6 mois de préparation au premier semestre 2012. Ensuite, on a sorti un projet. Ce projet a été accepté par la direction de chez Renault. Enfin, quand je dis on, c'est-à-dire les gens de chez Renault et les différents sous-traitants comme nous qui avons travaillé sur ce projet. Et à partir du mois de l'été, en gros, on a commencé à travailler de façon à pouvoir livrer impérativement la solution le 3 juin 2013. Donc la première vidéo, c'est on avait commencé à faire des maquettes, donc c'est une maquette numérique qui commençait à montrer un petit peu les différents scénarios qu'on pouvait imaginer pour illustrer l'utilisation d'un véhicule autonome sur le thème le temps retrouvé, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, quand vous êtes dans votre voiture et qu'elle conduit toute seule, il faut s'occuper. Donc le but, c'était à la fois de montrer une techno, mais aussi de montrer toutes les applications connectées qui pouvaient être utilisées pendant le trajet. La deuxième vidéo qui va s'enchaîner, ça sera en fait là la période où on a testé. Donc on verra 2 personnes, les chefs de projet, qui sont dans le véhicule et puis qui font aussi du WebRTC. Alors on a essayé de mettre, j'ai essayé de mettre à chaque fois des petits morceaux où il y a du WebRTC. Et puis la dernière vidéo, c'est celle qui a été tournée pour TF1 au journal de 20h, peut-être certains l'ont vu, qui montre le véhicule avec Carlos Ghosn qui fait une démonstration sans les mains. Alors, et ensuite je vous expliquerai, avec le temps qui m'est imparti, rapidement un petit peu comment on en est venu à mettre du WebRTC, pourquoi et comment. Et puis après je passerai la parole à mon ami Stéphane Cazot de chez Orange qui, de leur côté, ont développé une véritable appli complète qui intègre du WebRTC et qu'on a pu intégrer très facilement dans le véhicule. Ça, c'est la partie test sur un circuit où nous avons du WebRTC. Bonjour Philippe. Oui, je te confirme que je viens bien. En région parisienne. Sans les mains, c'est ce qu'on dit avec fierté et à voix haute lorsqu'on veut épater ses amis à vélo. C'est aussi de cette manière que l'on peut conduire la première voiture française autonome. En exclusivité, 2 de nos journalistes ont testé ce prototype conçu par Renault et qui préfigure peut-être l'automobile de demain. Pascal Boulanger et Jean-Yves May vous invitent à bord. À leur côté, le PDG de Renault, Carlos Ghosn. Regardez. C'est bon? Vous voulez qu'on aille lentement, hein? C'est ça? D'accord. Voilà, ça y est. Je suis en autonome, j'ai lâché le volant. Là, on n'a plus besoin de rien faire. Avec le président de Renault, nous voici à bord de la première voiture française autonome connectée. Un enjeu majeur, car nous passons en moyenne 2 heures par jour dans les embouteillages. Cette voiture apporte du confort pour lire son journal, par exemple, en toute sécurité. Vous savez que plus de 90% des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines. Donc, à partir du moment où vous diminuez l'intervention humaine dans la conduite, vous allez réduire les accidents. Ce véhicule électrique, baptisé Next2, a été conçu en 12 mois grâce à des technologies déjà éprouvées. Donc Next2 dispose d'un radar que vous voyez ici au-dessus du pare-choc. Elle dispose également de caméras qu'on a derrière le pare-brise et d'une grande ceinture d'ultrasons à l'avant et à l'arrière. La voiture mène ses occupants détendus à bon port. Elle peut devenir un espace de travail pour consulter sa messagerie, naviguer sur les réseaux sociaux ou participer à une visioconférence, sans jamais perdre la possibilité de reprendre la maîtrise du véhicule. La voiture autonome et connectée est une réalité. Elle va rentrer progressivement dans notre quotidien pour devenir peut-être banale à l'horizon 2020.
Voilà donc voilà en image la réalité. Donc ce projet effectivement a mis 1 an, je dirais, à être réalisé avec 6 mois de réflexion. Comment on en est venu à faire du WebRTC? Au départ, on a dû imaginer un petit peu des scénarios pour illustrer donc la démonstration qu'on devait faire. Et à chaque fois, tous les scénarios qu'on faisait, qu'ils soient type consumériste, type professionnel, il y avait toujours un point commun, c'est qu'il fallait absolument qu'il y ait une visioconférence. C'était vraiment l'application qui revenait à chaque fois. Donc, ça a été acté qu'on allait faire de la visioconférence, mais au début, on ne savait pas trop comment. Pour information, les technologies utilisées en informatique dans les véhicules sont souvent à base de Linux, en l'occurrence Fedora, et les interfaces, les IHM, donc les écrans qui sont intégrés, sont développés avec Qt, pour ceux qui connaissent. Ça permet de faire de très très belles IHM, mais c'est un petit peu difficile d'intégrer des choses, c'est-à-dire si on ne peut pas intégrer des choses à part les redévelopper. Donc ce problème d'intégration d'application nous a fait rapidement prendre conscience qu'il fallait que l'on passe de Qt à HTML5. Et pour ce fait, donc on s'est tous mis d'accord et on a décidé de passer en HTML5 avec un navigateur Chromium qui nous a bien aidé parce que nous, dans nos travaux de R&D, on est moins liés aux standards que certains d'entre vous. Donc de temps en temps, on s'est permis de modifier Chromium, de le recompiler pour que ça corresponde exactement à ce qu'on voulait faire. Mais c'était assez léger. Et malgré ça, personnellement, je n'étais pas en charge de la visioconférence au départ. Je m'occupais de développement d'applications mobiles et d'applications embarquées, de santé bien-être et autres. Mais à chaque réunion, on revenait toujours sur le sujet. Alors, on en est où? On n'a toujours pas trouvé de solution à intégrer. En fait, la problématique était qu'il fallait trouver un éditeur qui accepte de nous livrer une solution de visioconf directement intégrable dans l'API même HTML5, mais avec possibilité non seulement de l'intégrer facilement, mais aussi d'interagir avec le véhicule, parce que pour des raisons de sécurité, on n'en s'en est pas trop rendu compte, mais on est obligé en fait de couper la vidéo dès qu'on passe en mode manuel. Et donc l'idée en fait c'était donc pouvoir avoir un système avec une API où on puisse contrôler ça et déclencher ou pas la vidéo, tout en gardant le son. Et puis parallèlement à ça, dans ma veille quotidienne de technophile, j'ai découvert le WebRTC aux alentours de début septembre 2012. Et puis petit à petit, je me suis intéressé parallèlement, j'ai commencé à créer, enfin à étudier, à faire des petites démos. J'ai découvert les API de EasyRTC, en fait, de la société Triologique, merci. Et en fait, j'ai été séduit parce qu'ils utilisaient, en partie pour le signaling, un Node.js derrière. Donc je me suis dit que c'était vraiment un bon choix techno. Donc j'ai monté personnellement des petites démos comme ça pour faire fonctionner la chose. Et puis encore une réunion où le chef de projet dit toujours pas de solution pour l'intégration de la visioconf. Et puis là je l'ai pris dans un coin, je lui ai dit écoute, j'ai peut-être quelque chose, ça s'appelle WebRTC, connais-tu? Ben non. Je vais te montrer, on s'est mis dans un coin et puis on a appelé quelqu'un à distance. Et il a dit mais c'est ça qu'il nous faut quoi. Il y a pas... Alors, il a passé un coup de fil Orange, il a dit vous connaissez WebRTC? Alors, oui, évidemment, on travaille dessus depuis déjà pas mal de temps. Vous avez quelque chose à nous montrer là tout de suite? Alors il dit non, on travaille sur une très belle solution, mais là dans la semaine, on ne peut pas vous le montrer. Alors il s'est retourné vers moi, il dit est-ce que tu es capable de nous faire une petite appli genre Skype avec transfert d'image ou de fichiers en même temps? Je lui ai dit ok, allons-y. Et donc en fait finalement voilà, en très rapidement, quelques semaines, on a développé une application Skype-like qui s'est intégrée dans le véhicule. Et petit à petit, on s'est rendu compte que finalement c'était l'application phare, c'était celle qui était montrée à chaque démonstration. Mais ceci dit, l'équipe d'Orange n'était pas restée inactive pendant ce temps-là, et quelques semaines plus tard, en janvier ou en février, ils ont été en mesure de nous montrer une solution que nous allons regarder ensemble. Donc moi je suis Stéphane Cazot, je suis chercheur chez Orange Labs, une petite société, je pense que je ne vais pas vous le montrer, je vais pas décrire. N'en déplaise à Louis, écoutez, comme ça passe mieux que ça. Donc, comment est arrivé sur ce projet de la voiture? Effectivement, c'est venu de Renault, le projet Renault qui a contacté Orange en disant on veut de la visioconférence dans la voiture. Alors, il se trouve qu'effectivement, en première approche, ils n'avaient pas contacté les bonnes personnes, en deuxième approche, ça s'est arrangé.
Et effectivement, chez Orange, on a de la visioconférence. On a la visioconférence pour du marché entreprise, qui est plutôt, on va dire, la visioconférence traditionnelle, de la salle, du logiciel PC plutôt dédié, là on ne parle pas de WebRTC, du téléphone audio et pas vidéo, de la tablette, smartphone et des apps natives, quelque chose qui est aujourd'hui en production chez nos clients et qui n'est pas du tout WebRTC. Ce sur quoi on travaillait, c'était justement rajouter WebRTC à cet écosystème-là. Donc permettre à notre écosystème de visioconférence entreprise d'avoir une interface d'accès WebRTC. Pour tous les avantages que l'on connaît, je ne reviendrai pas dessus. Et bien sûr, on n'a pas juste travaillé sur créer un accès WebRTC, on n'a pas cherché à remplacer le softphone logiciel par un softphone WebRTC. Derrière, comme ça a été dit dans la précédente présentation, la clé c'est de l'API. L'API pour permettre justement de la réintégration de ces fonctionnalités de visioconférence dans des écosystèmes autres. C'est là qu'on a entendu parler de Renault et de sa petite voiture, qui finalement, si on regarde ça de loin, c'est quoi? C'est un super device avec un navigateur. Donc nous, on l'a tout de suite vu, c'est super device avec un navigateur, et tout ce qu'on a fait, c'était effectivement de proposer à Renault, vous voulez la visioconférence, vous avez un navigateur, vous avez un écosystème web, prenez notre API, intégrez-le. Et effectivement, en on va dire quelques jours de travail, on est arrivé à avoir dans cette voiture de la visioconférence. Donc, si je te montre ici, c'est un zoom de l'écran qu'on voit là, où en intégré dans l'écosystème de la voiture, en interaction complète avec toutes les fonctionnalités de la voiture, c'est-à-dire si jamais la voiture est en pilotage automatique, on a la visio, si elle est en pilotage manuel, la vidéo s'arrête. La force de cette intégration, c'est justement que nous, Orange, la visioconférence c'est notre métier, la voiture c'est pas notre métier. Renault, dont la voiture c'est le métier, n'a juste pris que nos API, et cette histoire de roulage automatique, roulage manuel, c'était pas notre problème, c'était le problème de Renault, et c'est Renault qui l'a réalisé au-dessus des API qu'on pouvait exposer. Alors je peux vous montrer une petite démo rapide, je ne sais pas si j'ai le temps. Bon, la démo elle ne casse pas trois pattes à un canard, mais je peux la montrer quand même. Alors c'est quoi? C'est une page web à laquelle je vais me connecter. Oui. Alors ce que je montre là, c'est volontairement épuré, parce que justement c'est le code HTML qui tombe dans la voiture. Donc là, tout ce que ça fait, c'est que ça va lancer automatiquement la connexion de visioconférence, si ça veut bien fonctionner. Et il faut quand même bien retenir derrière que ce n'est pas de la conférence WebRTC, c'est de la conférence WebRTC d'un navigateur interopéré avec un système de visioconférence traditionnel. Donc là, je passe notamment par un point de conférence, donc qui évite en fait un système H323, H264 derrière, auquel je peux me connecter avec les outils qui sont aujourd'hui fournis à nos clients. Donc là, j'ai mis mon iPhone, qui a l'application native, avec laquelle je peux également me connecter. Là, ça va arriver dans quelques minutes, dans quelques secondes, pardon. Voilà, donc il est en 3G. Donc forcément, ça va bien marcher, mais ça ne marche pas si mal que ça avec 4G. Donc là, en fait, on est passé par un système de visioconférence qui aujourd'hui est en production, qui n'a rien à voir avec WebRTC, mais qu'on a étendu via des API à WebRTC et du coup à la voiture. Merci pour l'illustration. Pardon, justement, non. Ok, donc tout ça, on s'est dit que c'était quand même super bien, parce que finalement, notre système de visioconférence qui était simple, je pense à la fois qui n'a rien à voir avec WebRTC, qui n'a rien à voir avec des voitures, s'est retrouvé dans de la voiture finalement à un très faible coût. On parle d'une dizaine de jours de travail, pas plus. Mais, un clin d'œil à Google, il y a du transcoding et on se retrouve avec de la vidéo qui n'est pas de super bonne qualité. On aurait largement préféré avoir du codec uniforme de bout en bout, parce qu'on voit bien un petit peu l'intérêt qu'il y a à réutiliser des plateformes qui existent, des choses sur lesquelles il y a des clients, des salles de visio, des devices connectés, etc., qu'on peut étendre à des nouveaux devices. La voiture est un exemple, donc je pense qu'on en verra d'autres dans le futur. Merci. On a pu faire de belles applications connectées grâce aussi à une autre produit d'Orange qui était la 4G LTE, qui nous a permis quelques mois avant le grand public de pouvoir tester en 4G des vrais services connectés avec grand succès. Voilà. Merci. Merci.
Bonjour. Vous voyez que c'est très très simple. Par contre, donc, comme l'a déjà dit plusieurs fois, plusieurs personnes dans la soirée, pour que ça marche, il faut un serveur de signalement, donc pour mettre les différents peers en relation. Donc pour ça, il faut soit vous-même bâtir votre propre serveur de signaling, donc ce qui se fait en quelques heures, très très rapidement, si vous prenez un Node.js et un Socketio par exemple. Ou alors vous pouvez, pour vous amuser, si vous voulez faire un mini-projet donc utilisant WebSocket, utilisant Data Channel, vous pouvez aussi utiliser des frameworks open source, donc du genre de Peer.js par exemple. Donc, ce qui est assez fou avec cette API Data Channel, c'est qu'elle permet de faire beaucoup de nouvelles choses directement dans les navigateurs. Donc là, j'ai listé quelques exemples. Donc ça peut aller d'un chat messagerie privée en peer-to-peer, assez simple, à des jeux FPS multijoueurs, donc comme par exemple Banana Bread, donc du partage de fichiers dont on a déjà aussi parlé, du computing distribué, donc par exemple avoir un onglet dans son navigateur qui sert de web server par exemple, ou encore l'utiliser comme CDN peer-to-peer, donc comme le fait PeerCDN. Et donc nous, Streamroot, on l'utilise pour encore une autre application qui est donc du streaming, donc de vidéos assistées par peer-to-peer, que ce soit pour des vidéos en VOD ou pour du live streaming. Donc, encore une fois, comme ça a déjà été dit au tout début, la vidéo va exploser dans les prochaines années sur Internet. Et c'est assez difficile de suivre la charge, que ce soit pour des vidéos en VOD ou des vidéos vues en live. Donc typiquement, par exemple, le saut de Félix Baumgartner a fait 8 millions de vues en simultané sur YouTube. Et il y a pas mal d'endroits dans le monde où en fait ça a craché parce qu'il y avait il y avait un pic trop gros de trafic en simultané. Donc Streamroot, c'est une solution qui va permettre de répondre à cette problématique. Et donc je vais vous expliquer très rapidement comment ça marche. Donc quand une personne va se connecter sur un site, une plateforme de streaming, elle va d'abord se connecter donc au serveur ou au CDN qui a la vidéo et commencer à la télécharger depuis ce serveur. Et en même temps, elle va se connecter à un autre tracker, Streamroot, qui va lui donner en fait une liste de différents peers chez qui regardent la même vidéo en même temps que lui. Et donc, une fois la personne connectée à ces différents peers, elle va pouvoir télécharger des segments de vidéo depuis directement les autres personnes qui regardent la même vidéo en même temps. Donc, ce que ça permet de faire, c'est tout d'abord de réduire la bande passante de la plateforme vidéo, donc du serveur central, et donc de désengorger le réseau central. Ça aussi permet d'avoir une meilleure qualité de service pour l'utilisateur final, car il télécharge les segments de vidéo depuis des sources beaucoup plus proches de lui. Et donc ça permet de gérer les pics de trafic. Donc quand il y a 1000 personnes qui se connectent par seconde sur une nouvelle vidéo YouTube, qui est assez populaire par exemple. Donc les technos qu'on utilise très rapidement, donc comme je l'ai dit, WebRTC, mais aussi on utilise Media Source Extension, donc qui est l'API JavaScript qui permet de gérer dynamiquement en fait, les segments de vidéo dans le navigateur. Et on utilise aussi donc, le dernier standard MPEG-Dash, dont notre ami Sam aussi a parlé en début de présentation. Donc on a fait quelques petites expériences déjà.
Donc là, je vous montre un use case avec donc, une vidéo de 20 minutes à 720p, donc assez bonne qualité. Et on est monté à une centaine de personnes simultanées un peu partout dans le monde. On a réussi à avoir donc, 50% de la vidéo téléchargée en peer-to-peer, donc ce qui fait 50% de réduction de bande passante pour le serveur central. Et donc, enfin, je vais vous montrer une mini démo de notre nouveau produit qui est donc la démo peer-to-peer pour un flux live. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une chaîne TV, une chaîne TV qui n'est pas très intéressante, mais on n'avait pas trop le choix, qui est la chaîne parlementaire. Et donc on l'envoie sur un serveur à nous dans le cloud, qui la transcode. Et ensuite, donc, on peut aller sur une page web et y accéder. Donc la page, c'est, si vous voulez tester en même temps que moi d'ailleurs, avec Chrome, il faut juste aller ici donc, sur bit.ly-sr live. Alors voilà, donc je suis connecté à la vidéo, donc c'est bien la chaîne parlementaire en live. Je suis connecté à mon tracker StreamRoute et à une personne, je ne sais pas trop qui c'est d'ailleurs. Ça doit être quelqu'un de la salle. Bref, et donc on peut voir le pourcentage de peer-to-peer qui commence à augmenter déjà, et que en bas, on peut voir les différents segments de vidéo qui arrivent au fur et à mesure. Et tout ce qui est en vert, en fait, est téléchargé depuis des gens qui regardent en même temps en peer-to-peer. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Et sur le graphique à droite, on peut aussi voir différentes courbes. Donc en vert, c'est la data téléchargée en peer-to-peer. Et en rouge, on a aussi ce qu'on envoie, donc l'upload. Le trafic d'upload en peer-to-peer. Donc, on voit par exemple chez moi que j'envoie aussi un peu de données à quelqu'un d'autre. Encore une fois, je ne sais pas qui c'est, mais bon. Donc voilà. On voulait vous faire une petite démo aussi avec une webcam, mais on n'a pas le lien. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas ensuite. Et aussi, en passant, on recrute des stagiaires, des développeurs. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours passer nous voir après. Voilà, merci. Bonsoir. Donc juste avant la pizza, je suis Michel Gien, je suis avec mon collègue Christian Jacquot, qui est là derrière, qui fait l'essentiel du travail. Et TwinLife, on a été impliqué dans WebRTC depuis un certain temps, ça fait 2 ans maintenant. On était, je pense, les premiers à mettre WebRTC sur un smartphone Android. C'est la deuxième fois qu'on est chez Google. La première fois, c'était à Google I.O. en WebRTC live depuis Paris jusqu'à San Francisco. Et donc, en fait, on a développé un certain nombre d'applications et on s'est rendu compte que l'un des gros avantages de WebRTC, c'est ce qui a été dit déjà un certain nombre de fois, c'est qu'il n'y a pas de signalisation. Et donc, tous les systèmes aujourd'hui de communication intègrent la signalisation. C'est-à-dire le téléphone, vous appelez, vous avez un numéro de téléphone, vous utilisez un autre numéro de téléphone pour appeler en téléphonant un autre numéro de téléphone. Vous faites du Skype, vous avez un identificateur Skype qui vous permet d'ajouter d'autres amis de Skype à parler en Skype. Vous avez FaceTime, c'est la même chose. Avec WebRTC, en fait, comme la signalisation de la communication et la communication elle-même est faite directement entre les clients, le mode de mise en relation peut être ouvert.
Et donc le mode le plus simple, c'est ce qui commence à se développer, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure aussi, c'est le click to call, c'est-à-dire c'est un bouton qu'on peut mettre sur un site internet, dans une application, et quand on clique, et ben, ça appelle quelque chose qui a été programmé à l'avance. Donc on a essayé de développer ce principe en se disant qu'on pouvait en fait sans doute avec WebRTC revoir en fait complètement la manière dont les mises en relation sont faites, et en particulier de revoir un petit peu comment on utilise la communication aujourd'hui, dans laquelle en fait on a un nombre d'identificateurs ou manières d'être mis en relation qui est limité. Et donc l'un des premiers sujets qu'on a décidé d'adresser, c'est en fait comment est-ce qu'on protège son identité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une identité pour communiquer, c'est un numéro de téléphone, un identificateur Skype, une ou deux adresses mail, et puis c'est tout. Et donc, quand on veut poster une annonce sur un site public, on n'a peut-être pas envie de laisser toute sa vie privée étalée devant tout le monde. Quand on rencontre quelqu'un dans le métro, dans un bar qu'on ne connaît pas encore très bien, on n'a peut-être pas envie non plus de lui laisser toutes ses informations personnelles. Quand on veut fournir un service à quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple on veut donner un cours de maths, on veut faire du consulting, on veut faire quelque chose où on a besoin de communiquer, mais on ne connaît pas la personne, donc c'est une communication qu'on souhaiterait être anonyme et dans laquelle la personne vous contacte pour que vous lui fournissiez ce service, mais pas pour autre chose. Donc on a besoin de communiquer, mais on veut pouvoir protéger son identité. Et donc pour ça, on a développé un concept qu'on appelle des twin codes, qu'on peut voir comme étant des identificateurs de contact. C'est comme un numéro de téléphone, ce que vous pouvez en avoir autant que vous voulez. C'est vous qui les fabriquez. Ils peuvent être temporaires, c'est-à-dire quand vous en avez marre, vous les donnez aux gens avec qui vous voulez communiquer, et si vous avez quelqu'un qui vous embête, vous ne voulez plus causer avec lui, vous le détruisez, vous l'aurez révoqué. Donc vous manipulez vos outils de mise en relation. Et donc comme ça, on peut commencer à interagir avec des gens qu'on ne connaît encore pas très bien, donc on n'est encore pas prêt à leur laisser ses coordonnées personnelles, mais on peut quand même parler, et on va se parler en fait avec son smartphone, c'est-à-dire comme on le fait avec le téléphone, mais en WebRTC et au travers d'une liaison data Internet. Et en plus, on va pouvoir faire de la vidéo. Et donc, ce qu'on va vous montrer là, c'est comment en fait, à partir de 3 twin codes, un que j'utilise pour quand j'envoie des mails. Donc je sais que je vais savoir que quand quelqu'un m'appelle avec ce twin code, c'est quelqu'un qui a cliqué sur le bouton que j'ai mis à mon adresse mail, donc je sais d'où il vient. Si j'ai des mails en français et en anglais, j'en mets un pour les mails français ou pour les mails anglais. Ça va être dans la signature. Deuxième exemple, c'est on va vous montrer que donc on a mis une annonce pour vendre, j'ai mis une annonce pour vendre ma voiture sur le Bon Coin. Parce que j'en avais marre, et de cette Maserati, et donc là encore j'ai mis un twin code pour que les gens qui sont intéressés puissent m'appeler. Et puis dernier point, je vous raconterai tout à l'heure ce que j'ai fait ce week-end en sortant le soir, sans problème. Voilà. Alors démo. Donc, là, voilà mon mail. Je vais préparer dessus. Ça. Donc là, quelqu'un a reçu un mail de ma part, donc voilà ma signature ici. Je clique. Hop, ça m'ouvre une fenêtre dans mon browser. Pour m'appeler. Et donc, je vais m'appeler. Alors là, je vois qui m'appelle. Hein. Je vois que ça vient du mail que j'ai envoyé. Et là, sur mon portable, vous voyez mon portable là-bas qui s'affiche. Et là, j'accepte le call. Et là, voilà, je suis en WebRTC. Je suis avec vous. Je peux switcher les caméras. Voilà, et puis je peux vous montrer ce qui se passe ici. Donc je suis en communication audio-vidéo. J'ai rien fait sur mon portable, ça a sonné comme le téléphone et j'ai répondu à l'appel. D'accord? Alors, deuxième exemple, donc, sur
donc là j'ai mon annonce. Mon annonce sur le bon coin là. Je suis dans l'ascenseur. J'y suis là. Ah voilà. Donc encore un petit coup. Voilà. Donc là dans l'annonce j'ai mis un print code qui est spécifique à cette annonce. J'ai aussi juste dessous le QR code que j'aurais pu mettre sur mon t-shirt, mais enfin bon, comme les t-shirts ça marche pas toujours. Voilà, et la même chose, on m'appelle, donc qui m'appelle là, je vois que c'est bien de l'annonce que j'ai mise sur le bon coin. Alors non, c'est bon. Ah j'ai pas cliqué, bah ouais forcément. Si j'appelle pas, ça ne peut pas acheter tout seul. Voilà, et là je vois que qui m'appelle, c'est quelqu'un qui est intéressé par l'achat de ma Maserati. Mais alors manque de bol, il n'est pas au courant que en fait je l'ai déjà vendu. Donc j'ai oublié d'enlever le print code, donc je ne prends pas la peine. Et là maintenant je vais aller en fait dans mon application Twinbee, qui est ici. Je vais aller chercher le twin code que j'ai mis pour la hausse du bon coin, voilà, pardon. Donc là, vous voyez, c'est la gueule du twin code quand je l'ai créé, donc j'ai dit ce qu'on pouvait faire avec. Et puis, maintenant, je vais le supprimer. Et voilà. Et le twin code est supprimé. Voilà. Et maintenant, donc la personne ne peut plus m'appeler. Dernière chose, donc, et comme je vous ai dit hier soir, je suis allé, samedi soir, pardon, je suis sorti de skier. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier soir en sortant au soir? En fait, j'ai pris avec moi des petites cartes de visite sur lesquelles il y a un truc code qui me représente. Je suis venu avec mon casque, parce que ça se fait en ce moment de sortir avec son casque pour pas trop se faire reconnaître. Et puis, j'ai rencontré une charmante personne. Et je me suis dit que peut-être on aurait pu faire des choses plus tard avec elle. Et ah ben moi, ça m'appelle. Alors. Ah mince, j'étais un peu fatigué samedi soir, je ne me suis pas bien rendu compte que j'avais demandé. Je crois que je vais l'annuler ce tweet code parce que je pense que c'était pas tout à fait la personne que j'avais envie de rencontrer. Hein. Allez, au revoir. Voilà. Et donc je vais supprimer ça. Voilà, donc pour conclure. Comment? Voilà. Ok, donc si on veut, pour résumer, alors, donc ce que j'ai essayé de montrer là, c'est que grâce à WebRTC, qui permet ces communications, Pierre, j'en ai pas trop parlé, mais tout le monde en a parlé ici, on peut voir de nouveaux modes de mise en relation. Donc avec lui, qui est l'application qu'on a développée récemment, qu'on va mettre en public bêta cette semaine, donc c'est une première ce soir. Il n'y a pas besoin de s'enregistrer sur votre smartphone. Si vous downloadez l'application, l'enregistrement il est automatique sur votre téléphone. L'application s'exécute comme l'application téléphonique normale. Vous pouvez fabriquer des twin codes, vous pouvez manager vos identités autant que vous voulez. Vous pouvez en faire des publics, des privés, vous les donnez à des personnes. Et chaque fois que vous allez en fabriquer un, vous allez pouvoir lui associer un certain nombre de paramètres. Et surtout, vous allez pouvoir lui donner un nom local qui va s'afficher quand quelqu'un vous appelle. Donc vous gérez votre carnet d'adresse en fonction des numéros que vous donnez. Donc c'est comme si vous pouviez fabriquer des numéros de téléphone autant que vous voulez.
Vous pouvez les annuler, vous pouvez modifier leur comportement, vous pouvez les associer à des services, vous pouvez les mettre sur un site internet, vous pouvez les mettre sur votre téléphone. Et tout ça, ensuite, vous communiquez en peer-to-peer avec tous les services de WebRTC, la sécurité, la haute définition, etc. Et ça marche non seulement sur votre smartphone, mais ça marche sur un browser, ça marche sur n'importe quel terminal avec lequel vous êtes connecté, contrairement à un numéro de téléphone. Et vous pourrez faire aussi ensuite de l'échange de données, toutes les facultés de WebRTC, vous échangez les fichiers, etc. avec des gens que vous identifiez comme ça. Donc je pense que ça peut être le téléphone de demain, ce genre de truc, parce qu'en fait on a juste besoin d'une connexion data, et puis vous gérez vous-même vos identificateurs d'appel, vous gérez vos identités, vous présentez comme vous voulez, là où vous voulez. Pour Android, il y a Twin.me, c'est la web app sur Chrome, qui est à peu près au même niveau que l'application Android. Sur iOS, ça viendra un peu plus tard. Et on a les API et les SDK pour manipuler ces twin codes qui sont disponibles. Ils ne sont pas encore tout à fait disponibles sur le site web, il y a la documentation qui n'est pas claire. Mais s'il y en a qui sont intéressés, contactez-nous, on vous l'envoie. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Écoutez, merci à tous d'être venus en si grand nombre. On est 250 ce soir. C'est un record absolu pour le meet-up. Merci au GDG. Beaucoup d'entre vous viennent par le GDG et ça c'est un gros coup de pouce au WebRTC. Je ne vais pas du tout prendre votre temps. Allons directement à l'essentiel, c'est-à-dire aux pizzas. Merci encore et à très bientôt. Merci Arnaud, parce que c'est lui qui a l'idée d'organiser ici. Je pense que c'est super bien organisé et ça nous a permis d'avoir beaucoup de monde. Et donc, special applause pour Arnaud. Et,